L'épopée des Norvégiens, vers le Nouveau Monde, constitue l'un des chapitres les plus denses de l'histoire migratoire du XIXe siècle. Entre 1825 et 1925, près de 800 000 âmes quittèrent les fjords et les vallées scandinaves pour s'enfoncer dans l'immensité du continent américain. Cette saignée démographique, dont l'ampleur ne fut surpassée que par celle de l'Irlande, trouvait ses racines dans une terre natale, devenue trop étroite pour ses enfants. L'explosion de la natalité, couplée à une géographie où seulement 3% du territoire était arable, créa une pression insoutenable sur les classes rurales. Le système social du droit d'aînesse condamnait les fils cadets à une vie de labeur sans espoir de propriété, les reléguant au rang de journaliers, sans avenir. C'est dans ce terreau de frustration que germa la fièvre de l'Amérique, alimentée par des correspondances décrivant des plaines d'une fertilité quasi miraculeuse, où chaque homme pouvait devenir son propre maître. Le départ marquait le début d'une odyssée transatlantique redoutable. Avant l'avènement de la vapeur, les émigrants s'entassaient sur des voiliers marchands, initialement conçus pour le transport du bois. Durant 6 à 12 semaines, les familles survivaient dans l'entrepont, au milieu d'une promiscuité totale, subsistant grâce à leurs propres réserves de viande séchée et de pain plat. Une fois les ports du Québec ou de New York atteints, le voyage se prolongeait par une périlleuse remontée du fleuve Saint-Laurent et la traversée des Grands Lacs. De là, les pionniers achetaient des chariots et des bœufs pour s'enfoncer dans les territoires sauvages de l'Illinois, du Wisconsin, puis enfin du Minnesota et des Dakota, suivant une logique de migration en chaîne où chaque colonie établie servait de foyer d'accueil pour les nouveaux arrivants du pays natal. L'installation sur les terres offertes par le Homestead Act de 1862 fut un choc frontal avec une nature sans pitié. En l'absence de forêt, les pionniers durent inventer des maisons de tourbe creusées directement dans le sol de la prairie. Ces abris sombres et humides étaient le théâtre d'une lutte quotidienne contre des éléments extrêmes. L'été apportait des canicules accablantes et des invasions de sauterelles, capables de dévorer une récolte en quelques heures, tandis que l'hiver déchaînait des blizzards si opaques qu'il fallait lier la demeure à l'étable par une corde pour ne pas mourir égaré à quelques mètres de sa porte. En automne, les incendies de prairie se déplaçaient avec une vélocité terrifiante, forçant les familles à brûler préventivement des pare-feux pour protéger leur vie. À ces fléaux s'ajoutaient les tempêtes de poussière qui s'infiltraient dans les poumons et la difficulté de creuser des puits profonds, à la main, pour accéder à une eau souvent contaminée. Au-delà des souffrances de la chair, l'isolement des plaines engendrait des tourments psychologiques profonds. Le vertige horizontal, provoqué par un horizon plat et infini, si différent des reliefs norvégiens, menait certains immigrés vers une forme de démence mélancolique, connue sous le nom de psychose de la prairie. Les femmes, souvent confinées à l'espace domestique, étaient les premières victimes de ce mal du pays lancinant. Dans ce vide immense, l'Église luthérienne devint le seul rempart contre la folie et la désagrégation sociale. Elle régulait la vie communautaire et maintenait une solidarité indispensable lors des tragédies. Parallèlement, une vie urbaine et politique intense se développait à Minneapolis, métropole scandinave, où les Norvégiens mirent leur expertise du bois au service des minoteries et scieries. Ils y développèrent également un radicalisme politique singulier, créant des coopératives et des banques d'État pour contrer les monopoles financiers, marquant ainsi durablement l'idéologie progressiste du Haut-Midwest. L'identité norvégienne finit toutefois par se heurter aux exigences de l'assimilation. Si leur langue fut longtemps vibrante, dans une presse prolifique, l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 sonna le glas de son usage public, la reléguant progressivement au silence de la sphère privée. Cette épopée a trouvé sa consécration dans une littérature d'une grande puissance évocatrice. Ole Edvard Erelvag, dans son chef-d'œuvre Les Géants de la Terre, a immortalisé ce déchirement entre l'ambition de bâtir et la douleur de l'exil. Johan Boger et Valdemar Agé ont également documenté cette reconstruction d'une micro-société d'outre-mer, tandis que Knut Hamsun a puisé dans sa rude expérience d'ouvrier agricole américain une vision critique de la modernité. On retrouve aujourd'hui l'héritage de ces pionniers dans un tempérament stoïque et une politesse réservée. Par leur labeur acharné et leur résilience spirituelle, ils ont transformé une terre hostile en un grenier à blé mondial, prouvant que l'on peut devenir américain de cœur, tout en restant norvégien, par le sang et la mémoire.